BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à tous, bon week-end, merci d'avoir choisi De quoi je me mêle pour vous tenir informé de toute l'actu tech. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous le savez, on est là chaque fin de semaine, à la fois en audio, en vidéo. L'audio, c'est le podcast que vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes. La vidéo, c'est sur YouTube. Mais c'est aussi le week-end, le vendredi, le samedi et le dimanche en diffusion sur BFM Business, à la fois à la radio, mais aussi à la télé. Avec au sommaire de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, on va replonger sur l'histoire d'un produit tech qui avait une hype, il y a quoi, une quinzaine d'années incroyable, c'était la GoPro. Rappelez-vous, tout le monde voulait une GoPro à l'époque, même ceux qui filmaient jamais. C'était le produit hyper branché. Aujourd'hui, il l'est un peu moins quand même. Et Christophe Joly sera là pour notre rendez-vous nostalgique en deuxième partie pour nous raconter cette histoire incroyable de la GoPro et surtout ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte. Vous le savez, sur X notamment. Un grand merci d'être là encore une fois et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. Je suis persuadé que Pierre Fontaine avait une GoPro à un moment. Eh bien non. Je suis persuadé que Anthony Morel avait une GoPro à un moment. J'ai eu une GoPro à un moment, ouais. Tu l'as échappé belle, hein. Ça va. C'est pas mal, Je m'en sors pas mal. Ouais. T'en as eu toi aussi. Il est tellement sympa, Anthony. Non, il a peut-être dit oui, simplement pour me faire plaisir. J'en ai pas acheté, j'en ai testé, mais j'en ai pas acheté. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est intéressant de voir tous ces produits qui avaient une hype incroyable et qui, paf, voilà, en fou, quelques années, ont été complètement bouffés par les drones et par les smartphones aussi. C'est ça qui est fou. On en parlera tout à l'heure. Pierre Fontaine, rédacteur en chef adjoint, évidemment, de BFM Tech, et puis Anthony Morel, que vous retrouvez tous les matins sur BFM Business à la mi-journée, sur RMC. Alors, on va commencer par un rendez-vous qui réunit un peu les spécialistes. Autant vous dire que vous et moi n'allons pas aller à la Display Week de Los Angeles. Hein. Ça peut être sympa pourtant. Ça pourrait être sympa, effectivement. Mais en revanche, c'est très intéressant de raconter ce qui s'y passe. Anthony, tu as enquêté là-dessus et il faut savoir que c'était un rendez-vous très important sur le futur en fait des écrans. Ouais. Et aujourd'hui, des écrans, on en a partout. Hein. Mais bien sûr, non, mais c'est un vrai blague à part. Alors c'est vrai, c'est pas le CES de Las Vegas évidemment en termes de popularité, mais c'est un événement qui est extrêmement important parce qu'évidemment c'est là que se dessine le futur des écrans de nos téléphones, des écrans de nos télés. Et c'est un élément qui est évidemment essentiel. Donc il y a tous les géants du secteur. Samsung Display notamment, dont on parle régulièrement, c'est qu'ils équipent en plus la grande majorité des téléphones sur le marché. Donc on regarde, on scrute attentivement ce qui est présenté. Et là, il y a des choses assez rigolotes et assez intéressantes qui ont été annoncées à l'occasion de cette Display Week. Un écran couleur. Un écran couleur, ouais, vous connaissiez pas ça. Un truc de dingue. Incroyable. Et alors non, c'était pas ça, c'est un petit peu mieux que ça. Et c'est un écran présenté par Samsung Display, un écran, un écran santé. Un écran qui s'appelle le Sensor OLED, un écran qui va être capable d'analyser votre rythme cardiaque, votre tension artérielle directement depuis l'écran du smartphone. Donc plus besoin d'avoir une montre connectée par exemple ou un tensiomètre. Donc c'est assez dingue. En gros, tu poses ton doigt sur l'écran. C'est pas la caméra qui va analyser ton truc, il faut poser le doigt sur l'écran. Poser son doigt sur l'écran, mais les capteurs sont en fait à l'intérieur de l'écran. Alors, sur tout l'écran ou qu'une petite partie ? Alors c'est sur une partie de l'écran. En fait, c'est des capteurs qu'on appelle des photodiodes organiques. C'est des petits capteurs qui vont utiliser en fait la lumière émise par l'écran pour mesurer le flux sanguin en fait à travers la peau. Et à partir de ça, on va pouvoir donner une estimation de ton rythme cardiaque, de ta pression artérielle. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça préfigure des écrans qui pourraient se transformer en capteurs médicaux tout simplement. Alors on peut imaginer des cas d'usage où par exemple tu es en téléconsultation avec le médecin. Aujourd'hui, c'est toujours un petit peu frustrant parce que le médecin, il peut pas prendre tes métriques de santé. Il peut te voir, il peut dire oui, vous avez bonne mine, pas bonne mine. Là, tu aurais juste besoin de toucher l'écran de ton téléphone et il aurait l'analyse en fait d'un certain nombre de marqueurs. Alors après, il faut que tout soit validé au niveau médical parce que c'est pas encore hyper précis l'analyse à travers le flux sanguin. C'est quand même, à travers la lumière qui passe par le flux sanguin, c'est moins précis notamment pour la pression artérielle qu'une mesure classique avec un tensiomètre par exemple. Ils ont fait des tests, même les morts ont une tension artérielle. Oui, donc, c'est ça. Il faut qu'ils travaillent encore un peu. Vous avez 12-7, monsieur, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Monsieur, il bouge pas. Mais la tension est bonne. Mais la tension, oui, mais c'est vrai. Non, mais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Bon,
l'hypocondriaque que je suis, tu imagines bien, c'est quelque chose qui m'a un peu titillé. Je me suis dit, génial, je vais pouvoir Ça intégrer. permettra d'avoir à Anthony un nouveau capteur, parce qu'il en a déjà à peu près 484 Oui, sur c'est lui. Donc il y en aura un Il 485e. dormira avec un écran sous la main. Voilà, main, comme sans ça. compter tout l'écosystème WeThings, enfin tu vois la totale, Sûr, mais là sûr, pour bien le sûr. coup, je trouve que c'est intéressant en fait, parce que ça laisse en tout cas envisager un certain nombre de nouveaux cas d'usage pour nos smartphones qui vont se transformer vraiment en assistants de santé, mais on peut imaginer aussi intégrer ça, pourquoi pas, dans des voitures, dans des écrans. Je parlais de téléconsultation, mais on peut imaginer des bornes de téléconsultation, par exemple dans les pharmacies où tu aurais juste besoin de toucher pour avoir un certain nombre de métriques qui sont analysées. Enfin voilà, je trouve que Et puis c'est ça, surtout en tout cas... la combinaison avec d'autres technologies, parce que tu étais comme moi au CES ces dernières années, il y a pas mal de boîtes qui sortent des espèces d'applis qui, simplement en analysant ton visage, Ouais. arrivent à remontrer des métriques sur ta santé. Tout à fait. L'hypertension, ton rythme cardiaque. Ouais. Et si on couple ça à une double vérification qui peut être justement sur l'écran, Oui, tu vois, exactement. Ça multiplie, ça peut multiplie peut-être la lisser le risque. fiabilité Ouais, je suis d'accord. de tout ça, quoi. J'avais pas pensé, mais c'est vrai qu'on a reçu plein de startups qui font ça, qui analysent. Alors là, pour le coup, c'est un système un peu différent, c'est avec la caméra du téléphone, Oui, couplée oui, oui. à des algos, et on Et est c'est des capable algos aussi qui- oui, oui, oui. d'analyser. Parce qu'il faut savoir que, alors c'est dingue, hein, quand en fait, un appareil photo selfie vous filme, il va voir, grâce à des capteurs, en fait, les petites veines que vous ne voyez pas, il va voir la pulsion qu'il y a dans ces veines, et c'est avec ça qu'ils arrivent à calculer Ouais. le rythme cardiaque, notamment. C'est Exactement. dingue. Bah, moi, au CES, j'avais testé un miroir connecté qui fonctionnait sur ce modèle-là, où tu avais une caméra embarquée, mais tu pourrais l'intégrer dans un téléphone de la même manière, hein, Ouais, et ouais. qui te donnait, le matin, tu es en train de te brosser les dents, et tu as tous les trucs qui s'affichent. Ah, c'est un peu anxiogène, hein, j'avoue. Hein. Le truc, tu es en train de te Mais brosser alors, il les se dents. régale. Et il te dit, Anthony se régale avec attention, ça. vous risquez de faire une crise cardiaque dans les 15 jours qui viennent. Bon, ok. Mais dépêchez-vous de vous laver les dents. Ouais. Je retourne me coucher. Ayez au tu moins vois. la laine fraîche. Ouais, ayez au moins la laine fraîche. Mourer la laine fraîche, ouais, c'est ça. Non, mais il analysait même le taux de dilatation des pupilles, Oh, mon Dieu. tu vois, le truc, l'état de ta peau, enfin, il y a plein de choses en fait, quoi. Donc il y a vraiment cette idée pour moi que le téléphone, ça va être l'assistant santé de demain, et ça, pour le coup, je pense que c'est potentiellement révolutionnaire. Et ils ont couplé ça, dernière petite chose, mais ils ont couplé ça avec une technologie dont on a déjà parlé, et je trouve ça assez malin, c'est celle qui est sur le Galaxy S26 Ultra, tu sais, le Privacy Display, Oui, oui, oui. qui permet Bien en sûr, fait de oui. bloquer le champ de d'opacifier en fait l'écran à partir du moment où tu le regardes sur un certain angle. Exactement. Et là, comme on parle d'informations de santé, évidemment, on n'a pas forcément envie que les gens qui sont à droite ou à gauche puissent avoir accès à ces informations-là. Et donc, pour le coup, toi, tu vois parfaitement, mais les personnes qui sont à côté de toi ne voient absolument rien. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant de ce point de Et vue. je me demandais, je sais pas si vous vous en souvenez, il y avait eu des dépôts de brevets chez Samsung et chez Apple de reconnaissance de la personne via la signature cardiaque, parce qu'on a tous le cœur qui bat d'une certaine manière, même si tous les cœurs battent. Et en fait, je me demandais si ce genre de technologie pourrait aussi servir à une vérification Biométrique, autre, bien sûr. biométrique. Ouais, je pense aussi, t'as raison. Ça pourrait être, enfin, je sais pas si c'est. En tout cas, ça pourrait- si, je pense que ça intéressant, pourrait- Donc, ça ouvre Ouais. plein de portes Ouais, Ouais, c'est c'est hyper sur intéressant. ouais. plein d'innovations. Je pense que ça pourrait être un système que tu ajouterais à la double authentification. Tu as déjà la reconnaissance faciale, mais effectivement, si tu veux un plus, tu pourrais en plus ajouter. Parce qu'effectivement, il y a, en fait, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'on a des variations très fines d'une personne à une autre du rythme cardiaque. Et on Bien est sûr. capable en Ouais, fait ouais. d'avoir une sorte de signature cardiaque Tout à fait. qui nous est personnelle et qui est propre, individuelle. Comme Ça, c'est assez incroyable. Et difficile j'avais à rencontré une autre falsifier. boîte qui est à peu près dans le même, on va dire le même secteur. C'était les ondes cérébrales. Ah oui, je vois Je sais très pas, bien. Tu t'en Wayne Neuro. souviens? Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'était une startup qui arrivait à noter ta signature d'onde cérébrale qui te permet d'avoir une biométrie. Une ligne plate pour moi, du coup. Dis pas ça. Ah non, bah non. C'est pas unique pour le coup. Là, tu peux être confondu avec. Non, mais oui, c'est ça. Alors, il y en a peut-être plusieurs, mais il y a une boîte française qui s'appelle Wayne Neuro qui fait ça. Ils étaient présents au CES. Et Ils essayaient de faire fonctionner ça dans la villa des Marseillais, ils n'y arrivaient pas. Bah, Je comprends pas pourquoi. Écoute, alors je vais te dire, C'est moi pas pour moi la qui petite l'ai dit. anecdote, Je rigole. Hein. je l'ai testé et j'arrivais, et ça marchait Ça pas. marchait Donc pas non tu plus. vois, voilà, leur techno est au point parce qu'ils ont fait plein de tests et Oui, tout. oui, mais moi, je sais pas, je devais avoir un truc un peu bizarre, je ne sais pas. Mais en gros, tu peux intégrer ça dans des branches de lunettes pour le coup, Et oui. les petits capteurs, et tu vas analyser effectivement la signature neuronale. C'est dingue comme il y a Ça intéresse énormément beaucoup de la défense, capteurs notamment. aujourd'hui partout Bien sûr. pour en fait analyser certains signes de ta santé. Quoi. Ouais. C'est Signe de incroyable. santé et authentification biométrique. En fait, les deux Ouais, sont ouais, ouais. souvent très très liés Oui, en fait, ça, parce que c'est le même souvent. type de signature. Mais encore une fois, les cas d'usage potentiels, typiquement dans la défense, dans tout ce qui est traitement de données sensibles, ça va être hyper intéressant d'avoir une double, une triple authentification. On va être sûr que ce soit toi. Et comme tu le disais,
disais, c'est beaucoup plus difficilement falsifiable le rythme cardiaque ou les ondes cérébrales qu'une image de ton visage ou des empreintes digitales, par exemple. Bon, écoutez, intéressant tout ça. Peut-être que ça arrivera dans quelques années, puisque en fait, c'est une espèce de showroom que Samsung met en place pour dire, voilà, écoutez, tiens, Apple, parce qu'on sait qu'Apple achète la plupart de ses écrans chez Samsung, si demain vous voulez cette fonctionnalité, c'est possible, les gars. C'est ça, tout à fait. Dans l'actu aussi, autre sujet, alors qui est un petit peu plus grave quand même, c'est le fameux Ramageddon, vous savez. Alors ça n'a rien à voir avec le film de Bruce Willis, bien sûr, qu'on salue d'ailleurs, notre ami Bruce qui est pas en... C'est Armageddon mais en dyslexie. En super forme d'ailleurs, oui c'est ça. Et derrière ce nom un peu bizarre Armageddon se cache, vous le savez, cette flambée des prix des composants électroniques, notamment de la RAM, cette mémoire qui est un peu le poumon de tous nos objets high-tech, que ce soit les PC, les smartphones, les tablettes, etc., etc. Et on sait que à cause de cette fichue IA, voilà, maintenant tout ça, tous ces prix s'envolent. Ouais. Mais alors, s'envolent, mais de plus en plus haut, Pierre. Alors en fait, ce qui est amusant, c'est que les plus optimistes disent ouais, 2026, c'est bon, ça se règle, c'est fini. 2027, après, ça va aller vers le mieux. Ça va aller mieux. Et là, on arrive quand même à voir certains cabinets d'analystes qui disent bon, là, on va finir l'année 2026 avec une hausse d'environ 130% du prix par rapport au début de l'année. Donc, 130%. 130%, ça veut dire que le même module de RAM en début d'année et en fin d'année a pris 130%. Quoi. C'est un truc qui coûte 10 €, coûte 23, quoi. Voilà, c'est assez colossal. Vous avez vu comme je calcule et sans calculette. Hein. C'est dramatique. Waouh. Voilà. Je propose qu'on arrête là-dessus. Elle était bien. Je crois qu'on peut. On la valide ou on ne peut pas faire mieux. Là, on a le paquet cadeau. On a le paquet cadeau. Merci. Ton titre. Voilà. Non, c'est très très bien. C'est très très bien. Bravo. Et donc, il y avait déjà cette tendance. Et en fait, un quotidien taïwanais très sérieux qui s'appelle DigiTimes a publié cette semaine un article, une étude, où en fait, ils ont constaté que l'enveloppe de dépenses des géants du cloud qui était, il avait estimé qu'en 2026, elle serait de 600 milliards, et finalement passée à 725 milliards, donc encore plus. Ça ne va pas aider. Donc ça ne va pas aider, et quel impact ça a? En fait, ça a un impact sur le fait que tous les fabricants de PC et les fabricants de smartphones sont obligés maintenant de signer des accords à très long terme avec les fabricants de puces de mémoire, pour avoir accès à de la RAM et à de la NAND, tout type de mémoire, que ce soit mémoire vive ou mémoire de stockage. Et ça a un impact hyper important, parce que là, on passe sur des périodes d'achat de 3 à 5 ans, alors que normalement, 3 ans, c'est le grand maximum. Apple, qui est quelqu'un qui s'est planifié, était à 2-3 ans. Donc là, en fait, on est en train de se dire que la crise, elle n'est pas partie pour se régler en 2026. Il va y avoir une longue traîne. Pas forcément pour 2027. Et en fait, tant que les nouvelles usines ne seront pas sorties de terre pour satisfaire un peu la demande, ça va être très compliqué. Et les prix vont donc continuer de grimper. On se souvient de ça. On avait vécu ça après le Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a eu une flambée des prix des PC, notamment. Parce qu'il manquait des pièces détachées, etc. Alors, c'est pas tout à fait la même histoire. Mais là, le truc, c'est que la douille, elle a commencé. Enfin, vous avez sûrement commencé à vous rendre compte si vous avez voulu acheter un appareil électronique ces derniers temps, mais il y a eu des augmentations partout. Même ma friteuse a pris le double. C'est ça, même la friteuse. C'est ça. Non, mais même les voitures, il y a de la RAM aussi dans les voitures, mais les Microsoft Surface, c'est 200 à 600 € d'augmentation. Il y a eu les PS5, il y a eu les Galaxy, il y a eu les VR, les MetaQuest qui ont augmenté également. Et alors, il y a un chiffre intéressant qui a été donné par HP qui dit qu'aujourd'hui, la RAM dans le coût de fabrication d'un PC, ça représente 35% du coût. Et il y a encore quelques mois, c'était 15%. Mon Dieu. Oui, normalement, c'est un truc de dingue. C'est entre 10 et 20% pour le très haut de gamme, ça va être 20%, et 10% quand c'est un truc d'entrée de gamme pas très gourmand. Et là, en fait, si on prend le plus bas, ça fait un triplement de ce que représente la RAM dans le prix total. Et ce qui est assez flippant, mais ça a aussi des impacts. Par exemple, je ne sais pas si vous avez regardé, je suis passé sur le site d'Apple pour regarder Mac Studio, il y a moins d'options de mémoire. Donc ça veut dire que même Apple qui voit au long cours, justement parce qu'ils voient au long cours qu'ils sont en train de réduire les choix, ça a un impact. AMD a dit que pendant ses derniers résultats financiers, que alors je pense que la division cloud IA en train de faire flamber la planche à billets, mais pour le gaming, en fait, ils vont revoir à la baisse leur chiffre de vente, parce qu'ils vont pouvoir moins vendre de cartes graphiques,
parce qu'ils auront moins de RAM. En fait. Et donc, ça a vraiment un impact en cascade. Oui, sur plein de choses. On est en train de se dire, c'est les derniers dominos qui sont tombés, après ça va être tranquille. En fait, non, il y a de nouveaux dominos qui s'ajoutent Bien sûr. à ce Ramageddon. Mais j'ai cru comprendre que la Steam Machine, qui est cette console de jeu de Steam, qui devait sortir bientôt, est décalée du fait justement de la flambée des prix de la RAM. Elle a été décalée. Alors est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Après, c'est des prétextes aussi mais en parfois. tout cas, c'est un prétexte plausible. Eux avaient annoncé qu'elle devait sortir pendant le début d'année et ils l'ont repoussé à plutôt deuxième. Ça va être pareil plus tard. pour les consoles, pour les consoles. La PlayStation, la prochaine PlayStation aurait été déjà repoussée parce que en fait c'est très compliqué de sortir des nouveaux produits si on veut pas faire flamber les prix, quoi. Puis c'est ce que tu dis, en fait. En plus, il y a deux phénomènes. C'est-à-dire, il y a le fait qu'on peut pas faire sortir des usines, ça s'ouvre pas comme un supermarché, une usine de composants et de RAM ou de NAND. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on disait, effectivement, en fait, pourquoi le problème principal, c'est que la RAM est trustée par l'IA aujourd'hui, par les data centers, mais en fait, les besoins de l'IA sont aussi exponentiels. C'est-à-dire, on a aujourd'hui toute la partie IA agentique, on a l'IA vidéo générative très très haute définition, et en fait, tout ça demande de plus en plus de RAM. Et en fait, le truc, c'est que pour les fabricants, donc Samsung, SK Hynix et Micron, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue financier parce que c'est en fait des produits sur lesquels ils vont faire beaucoup plus de marge et donc ils sont très intéressés à se tourner vers les... Il y a de plus gros volumes et de plus grosses marges, donc ils ont tout intérêt à servir ces clients-là. Et donc si tu veux, tu as vraiment les deux aspects, quoi. Tu as à la fois le côté, on a un décalage dans le temps parce que les usines, il va falloir du temps pour les construire, et puis en même temps, ça tire du côté de l'IA, ils ont de plus en plus de besoins, et du coup, il ne reste plus que les miettes pour les fabricants de téléphones et d'ordinateurs. C'est vrai que jusqu'à présent, en fait, il y a dans la RAM, les composants électroniques en général, mais dans la RAM en particulier, il y a toujours eu des cycles d'explosion de la demande. Le temps qu'on rattrape la demande, les prix grimpent, mais une fois qu'on a réussi à la satisfaire, et puis que le palier technologique a été franchi aussi, la demande se satisfaire, descend un petit peu, et donc on a une baisse des prix. Et là, en fait, on a une demande qui est pour la première fois dans l'histoire, une demande qui grimpe, et on ne sait pas où on va exactement. Et on va sûrement aussi avoir un phénomène de shrinkflation. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Donc shrinkflation, vous savez, c'est ce phénomène dans l'économie traditionnelle, c'est à moins pour le même prix. Le paquet de chips, au lieu d'avoir 100 grammes, tu as 80 grammes, mais on te le vend au même prix. Mais là, en fait, on va avoir des fabricants, clairement, qui, au lieu d'avoir un produit à 12 gigas de RAM, on va te proposer 8 et tu paieras exactement le même prix, en fait. Donc ça, c'est sûr aussi, on va y avoir droit. Donc regardez bien les specs quand vous achetez votre prochain ordinateur, prochain smartphone. Et pour ceux qui se demanderaient est-ce que ça vaut le coup d'attendre la baisse des prix et tout, vu ce que tu disais, je pense qu'effectivement déjà personne ne sait quand ça va se terminer. Il y en a qui disent ça va continuer jusqu'à 2028. Enfin, tu vois, si vous avez besoin d'acheter un ordinateur, attendez pas 2028. Il y a peut-être un bon plan avec tout ce qui est reconditionné. C'est le reconditionné tu vois, ça peut être une solution. Je sais pas, tu dois changer de smartphone. Finalement, tu prends un Samsung de l'année dernière, tu vas sans doute le payer à un prix très intéressant. Et avec sans doute pas d'inflation sur la RAM. Ça va être les grands gagnants, je pense. Ça va être les grands gagnants. Et après, on peut même, si on veut rêver très fort, on peut aussi, parce que objectivement, pourquoi les iPhones ont toujours eu moins de RAM que les smartphones Android? Parce que le logiciel était plus optimisé pour le matériel. On peut se mettre à rêver que les fabricants disent maintenant il est temps d'optimiser le logiciel. On va un peu travailler. Là, c'était l'abondance. Voilà. Pour que ça travaille, qu'il y ait moins besoin de RAM pour faire tourner les choses bien, aussi bien, voire mieux. Ça serait pas mal. Ça pourrait être pas mal. Après, évidemment, ça demande beaucoup de travail parce que le logiciel, mine de rien, c'est le... Chez Microsoft, ils ont du boulot avec Windows. Une fois encore, je n'ai rien dit. Vous l'avez compris, finalement, dans toute cette histoire, ce sont les consommateurs qui rament. Ah oui, joli. Il est beau. Ouais. Non, elle n'est pas aussi bien que la tienne. Non, mais je le reconnais. Écoute, on pourrait avoir un classement des blagues en fond d'écran pour ceux qui nous revoient, comme ça, avec des points. Écoute, alors, ça serait au niveau de la cave, alors à ce moment-là. Je pense que François serait le grand gagnant de toute façon. Il n'y a aucun doute. Ouais, c'est sûr. C'est dur d'être concurrence. On enchaîne avec une autre info assez étonnante. Est-ce que vous connaissez la marque Dreamy ? Cette marque chinoise qui s'est installée en France avec les robots aspi, les aspirateurs laveurs, les robots piscines, enfin tous ces trucs-là. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on connaît Dreamy pour ses produits, mais en Chine, Anthony et Pierre, c'est monstrueux, Dreamy. Oui. C'est un peu comme Xiaomi. C'est-à-dire qu'ils sont sur plein de produits.
des smartphones, et j'ai cru même voir une voiture Ouais. Dreamy au CES. Absolument, il y avait des supercars qui étaient présentés. Enfin, ils sont vraiment partout. Alors, le parallèle avec Alors, c'est une voiture Xiaomi, nettoyeuse, hein, c'est-à-dire qu'en même temps qu'elle roule, elle aspire et nettoie la route. ce qu'on appelle une voiture balai, c'est ça, ouais. C'est- Oh, quel Voilà. talent, mais quel Allez, talent. allez, encore 2 points sur le tableau. Allez, On c'est est parti. bientôt au Palais des Glaces avec Un Anthony. petit stand-up. Ouais, on est en train de travailler sur. J'aurais dit au là, caveau de la République. ouais, C'est-à-dire que c'était, là, on voilà. vous fait découvrir en avant-première quelques-unes des chutes de ce sketch. Voilà, ça va être sympa. Ouais, non, mais absolument. Bon, Les places seront gratuites, hein, bien sûr. oui, Donc, ah bah, faut pas on- quand même miser trop je pense haut. qu'on hein. donnera de l'argent aux gens même pour venir. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, le parallèle avec Xiaomi était très intéressant parce qu'en fait, c'est une entreprise qui a commencé en main dans la main avec Xiaomi. En fait, le monsieur qui a créé ça, il a bossé, il était à la Tsinghua Université, et puis ensuite, le premier projet, c'était un aspirateur balai, et il l'a fait en partenariat avec Xiaomi. Et c'était sorti, alors ça devait pas être sous la marque Xiaomi, mais c'était en partenariat avec eux. Puis à un moment, ils se sont séparés, et pour le coup, ils ont pris un chemin, j'allais dire, qui était un peu l'inverse de Xiaomi. Xiaomi, ils ont commencé avec les smartphones, et ils se sont diversifiés dans tout le reste, dans tout l'électroménager, dans plein d'appareils. Eux, ils ont commencé avec l'électroménager, ils ont commencé avec les aspirateurs, donc aspirateur balai, puis aspirateur robot, puis aspirateur tondeuse, enfin, ils en ont fait plein. Et ensuite, ils se sont diversifiés vers tout le reste de l'électronique et jusqu'à aller aux voitures. Et là, ils organisaient un grand événement il y a quelques jours où ils ont présenté, alors pour le coup, il y avait des rumeurs quand même, mais moi je m'y attendais pas forcément, où ils ont présenté une gamme de smartphones, ce qui est Pas assez... un, pas deux, mais combien c'est 29, non 29, hein, Ouais, 29 c'est ça. smartphones. Hein. 29 Ouais, smartphones. c'est pas un, pas deux, pas deux. Je fais pas le compte jusqu'au bout, mais Ouais. 29 smartphones à coup. Oui, mais alors, je Bah, crois qu'ils comptent toutes les modules. variations. Voilà, c'est Toutes ça, les toutes les variations variations. là, ouais. Donc c'est un peu triché, mais en tout cas, plusieurs Ils ont modèles de raison, smartphones. étant donné que le marché du smartphone n'est pas Non, mais le encombré. truc est génial. C'est une très bonne idée. Parce que, derrière toi, on voyait les images pour ceux qui nous regardent. Il y avait quand même Steve Wozniak à la présentation. Donc la keynote, c'était vraiment, tu avais le patron de Dreamy et Steve Wozniak qui était là pour présenter. Qu'est-ce qu'il foutait là, lui Pour peut-être une sorte de caution morale, j'imagine, Il a des dû se cautions prendre un gros technologiques. chèque, non J'imagine qu'il a pas dû le faire gratuitement, je pense. Non, mais Oui, Steve Wozniak, présentation Dreamy. Bah ouais, What ouais, c'est clair. Mais quel rapport, quoi. Et donc, ils ont présenté cette gamme de. Peut-être tu veux en parler, Ouais, mais, Pierre. enfin, Vas-y. Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que déjà, juste pour préciser, sur l'explosion du périmètre, à l'IFA, si vous vous souvenez bien, Dreamy, on les connaissait effectivement pour les aspirateurs, etc. Ils sont arrivés avec 50 gammes de nouveaux produits comme ça, quoi. Il y avait, alors maintenant, on a des fours, on a des lave-vaisselle, on a des réfrigérateurs, on s'est tous regardés, on se dit, mais 50 nouvelles gammes, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, ils continuent d'accélérer. Et effectivement, alors la voiture qui a été présentée au salon d'automobile de Pékin, qui fait du 0 à 100 km/h en moins d'une seconde, elle n'arrivera pas tout de suite, mais c'est Elle est la dingue. réalité. C'est la torticolicard. Voilà. Il T'accélères. faut avoir une minerve. Il faut Ouais. avoir une minerve. Mais tu sais. Attendez, je vais accélérer. Ok, bouge pas. Je mets ma ceinture et ma minerve. Donc là, en fait, la gamme Aurora, hein, c'est le nom de la gamme de téléphone de Dreamy, elle était un petit peu teasée l'année dernière. Et puis là, ils l'ont présenté un peu plus en détail. Alors, il y avait différents modèles, comme on l'a dit. Mhm. Il y avait un modèle, celui qui retient un peu plus l'attention, c'est le modèle modulaire, au sens... Alors, modulaire, si on veut, les geeks nostalgiques du projet ARA. Oui. Si vous êtes avec nous en vidéo, on voit des coques de téléphone de très bon goût. Vraiment. C'est Façon lézard rouge fluo. Avec C'est de violent. l'or. hein, Avec quand de même. l'or. alors sans aucun jugement, c'est vrai que c'est une forme de bon goût à la chinoise. Les Ouais. Chinois adorent ça. Ouais. Alors, c'est pas forcément un autre goût à nous, mais effectivement, ça a quelque chose. Et donc, en fait, bref, donc ce Aurora Nex LS1, et donc, qui est le téléphone modulaire, qui serait vendu à partir de 999 € quand même à peu près, donc qui n'est pas complètement donné. Il a droit à 4 modules. Il a un module qui est un module qui va s'accrocher à l'arrière. Là où normalement on a un module appareil photo, donc là il y a rien quand on met rien, hein, il y a juste. Il n'y a pas de photo. On peut pas faire de photos s'il n'y a pas de module. Après, il y a 2 modules photo qui sont disponibles. Il y a un module téléobjectif x20 et un module photo qu'ils appellent Action avec un capteur 50 mégapixels à déclenchement ultra rapide. Ok. Mais Pour, et ça se clipse et ça se déclipse. Voilà, ça en fait se fixe à l'arrière et Ok. C'est Tu peux aimanté, l'enlever en fait. ouais, c'est un aimant, ouais, c'est hyper simple. Je sais pas, je sais pas quel est le nom de la technologie, Ouais. mais c'est. Je peux poser une question à la con. Vas-y. À quoi ça sert? Écoute, alors moi je dois dire que. Non, mais Si, mais moi je suis. Alors, historiquement. Vas-y, sors les reins. Ouais, Vas-y. je sais. Non, mais moi je sais. Alors, je subodore que ce modèle sera un échec commercial. Je le dis maintenant, je prends les paris que ça fonctionnera pas. Mais
Mais j'aime l'idée, j'ai toujours aimé l'idée du smartphone modulaire ou modulable. Le projet Ara, j'étais fan dès le début. J'ai adoré quand LG a sorti le modèle G5, qui était un modèle où tu pouvais clipser des modules, etc. J'ai bien aimé aussi quand Motorola a essayé de le faire. Ça n'a jamais fonctionné commercialement. Personne n'a jamais voulu acheter ces trucs-là. Peut-être qu'aujourd'hui, on a un peu avancé, notamment en termes de connectique. Là, visiblement, le gros point fort, c'est le fait que vraiment, tu peux l'aimanter et le désaimanter de manière extrêmement simple. Donc, peut-être, après... La question que vont se poser les consommateurs, c'est celle que tu te poses, François, et je pense qu'on n'a pas tout à fait la réponse. À quoi ça sert ? Moi, j'aime bien l'idée d'avoir un téléphone qui peut s'adapter à mes besoins. Donc là, tu as parlé de 2 modules qui étaient 2 modules photo. Il y en a d'autres. Tu en as un avec satellite, donc pour avoir une connexion en toutes circonstances. Et tu en as un, alors qui est un peu plus mystérieux. Je n'ai pas tout à fait compris comment ça fonctionnait. Le Agent AI. Le Agent. En gros, c'est tu clipses un autre écran incurvé, si j'ai bien compris, sur ton téléphone, et tu entres en mode IA agentique. Mais je ne sais pas exactement ce que ça veut dire et comment ça va fonctionner. Voilà. Je suis pas sûr que le sache exactement non plus. Moi, je suis pas certain que ça soit un triomphe commercial, mais j'aime bien la retenue de Pierre. Autour de cette table, on est toujours en train de dire ils sortent un nouveau téléphone, c'est juste encore un smartphone, on en a déjà vu 1000 fois comme ça. Et pour une fois, voilà. Il tente quelque chose. Donc, moi, ça flatte mon petit cœur de geek. Je suis pas sûr que j'adopterais cet appareil. Mais de se dire qu'il y a des voies qui sont tentées, il y a une expérimentation, ça peut être intéressant. Et puis après, ça sera peut-être récupéré pour d'autres choses plus tard. Et souvenons-nous qu'au Mobile World Congress, pas de cette année, mais l'année dernière, il y avait eu la démonstration de ce module photo amovible où on pouvait fixer un objectif avec des technos de fixation aimantée chez Xiaomi, si vous vous souvenez. Et en fait, c'est de l'expérimentation. On ne sait pas où ça va amener. On ne sait pas même si ça va amener à quelque chose. Mais c'est intéressant de se dire, on essaye de faire bouger un form factor qui est, disons-le, un peu chiant quand même. Je suis d'accord. C'est immobile, et c'est immobile parce que c'est arrivé à maturité. Mais se dire, il y a des acteurs et ils sont pas si nombreux que ça à essayer de faire bouger les choses. Et effectivement, les Chinois peuvent le faire parce qu'ils ont déjà un marché intérieur qui est tellement énorme qu'ils peuvent se permettre d'expérimenter plein de choses. Et puis, ils se disent, si ça marche pas, c'est pas grave, ça nous fait de la publicité quand même aussi. Non, alors évidemment, moi je suis comme vous, mon petit cœur de geek vibre un peu quand je vois ça, mais ça sent quand même le coup de com' aussi. Ah bah oui. C'est-à-dire que pour sortir un truc comme ça, tu te dis, comment je vais avoir de la com', les gars ? Bon, je vais payer Steve Wozniak, ok, ça c'est fait, ça c'est bon, je le mets de côté, ok. Et puis, je vais faire un truc avec des machins modulables, parce que forcément, ça va plaire aux geeks, aux journalistes, et ils vont en parler. Mais c'est vrai que, tu vois, tu prends ton téléphone, tu oublies ton module photo, comme me le dit JD, et t'es un peu dans la mouise, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux faire des selfies. Je pense que tu as quand même un des modules photo qui est clipsé de base. Oui. Tu le mets et puis après, si tu as besoin de changer, tu le changes. Je pense que tu sors rarement nu, j'allais dire, avec ton téléphone nu. C'est ça. Tu l'habilles ton téléphone avec des modules. Exactement. Mais je trouve en fait Alors tu as raison, je suis d'accord, il y a un côté coup de com' et tout. Je pense qu'ils n'ont pas forcément communiqué sur les bons modules. C'est-à-dire que. Alors tu as le module objectif photo, zoom x20, bon pourquoi pas. Les autres, l'utilisation est un peu obscure, le mode satellite, je suis pas convaincu. La tendance est plutôt à l'intégration de ces usages-là ou au direct to cell, c'est-à-dire des fréquences normales envoyées depuis le satellite. Mais tu sais, sur les autres téléphones modulaires, tu avais pour le coup des trucs qui étaient un peu plus sexy. Tu avais un module batterie, par exemple, si tu pouvais avoir une double batterie juste en clipsant le module supplémentaire. Tu avais un module manette de jeu où tu peux clipser ta manette et transformer ton smartphone en mini-console. Pour le coup, je trouve que ça avait plus de sens dans l'idée de montrer aux gens des usages très concrets et qu'ils pourraient avoir au quotidien, plutôt que le module satellite et le module IA agentique. Pour le coup, à mon avis, on en est quand même assez loin. Mais moi, l'idée du téléphone modulaire, je trouve qu'elle est assez séduisante et je suis 100% d'accord avec Pierre. On le dit suffisamment souvent que le marché du smartphone ronronne pour que quand il y ait un chouïa d'innovation, et je le dis comme je le répète à chaque fois, ça vient de la Chine, à chaque fois, les tentatives, et je suis sûr effectivement qu'il y a 90% de ces innovations qui se planteront commercialement, mais ils tentent des trucs, et voilà, il y a un moment ou un autre, peut-être que certaines de ces briques, on les retrouvera sur d'autres téléphones sur populaires. Notamment les briques de connectique, en fait les briques qui permettent de transférer l'information entre le module qui est extérieur et l'appareil, ça peut être l'innovation pour, dans quelques années, des nouvelles méthodes de transmission sans fil, en tout cas avec contact. Mais voilà, donc,
tout n'est pas perdu en fait. Et je trouve que c'est intéressant quand même de se dire, bon là, ils présentent ça. Après, il faudra voir la peu, qualité intrinsèque des téléphones Dreamy, parce que c'est vrai qu'ils arrivent là. Si tu prends un téléphone sans Bah. module normal, quel Ouais. rapport qualité-prix, quelle Oui, qualité bien de sûr. la photo, tu vois, enfin la qualité de l'écran, La finition, etc. de toute façon, ils ont intérêt. Enfin, si les Tu vois, c'est prix ça, qui ont c'est- circulé autour de 1 000 euros sont vraiment définitifs et avérés, il y a un moment, il va falloir qu'ils visent quand même sur du haut de gamme. Et puis Mais qu'ils racontent quelque chose. c'est aussi, enfin, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, alors même si c'est de moins en moins vrai dans l'esprit des gens, les produits chinois ne sont plus des produits bas de gamme, Ah non, sans non, mais qualité. ça fait un moment. On sait que la Chine peut faire Bien du très haut sûr. de gamme, et maintenant non seulement elle fait du très haut de gamme, mais elle innove. Enfin, elle a pris la main de l'innovation. Ça fait Et ça, bien c'est longtemps hyper qu'on- intéressant à On se voir rend aussi. compte de la qualité des produits chinois, évidemment, notamment dans la tech. Hein. Ouais, puis la puissance, la montée en puissance d'une Bien marque sûr. qui part de rien. Ouais, ouais. Enfin, je veux dire, ça a été fait, je crois, c'est 2017. 2017, ouais, Ça, 2017, ouais. et en C'est moins de incroyable. 10 ans, Ils sont une arrivés à boîte faire qui ce arrive à truc-là. devenir un géant de l'électronique, toute catégorie confondue. C'est un truc de fou. Sur les aspirateurs robots, je crois que c'est le premier vendeur européen aujourd'hui, Dreamy. Donc, Dreamy c'est un Ah, très ils gros sont acteur. devant tous les autres, quoi. Je, Roborock, alors, etc. je ne crois pas dire de bêtises en disant ça. C'est un très gros acteur en tout cas. Est-ce qu'il y a un robot, Dreamy? Un robot humanoïde? Alors, il travaille sur des bras robotiques, je crois. Ah, des bras robotiques. Ouais. Ok. Tout ça pour annoncer le prochain sujet, les amis. transition. C'est pas facile, vous savez ce métier. Parfois, on sort les rames. Ça, c'est Encore pour une revenir- fois. Non. C'est pour revenir à notre précédent sujet. Non, là, on va parler de la montée en puissance des robots dans tous les domaines, et notamment un truc de dingue dont on voulait vous parler, c'est le fameux robot pongiste, qui nous a tous bluffés ici. Anthony en est fou, Ouais. Pierre Fontaine rêve d'en avoir un à la maison, Je l'ai installé dans mon salon, il n'y a plus de place. Mais, c'est ça. Et si vous êtes avec nous en vidéo, on vous montre quelques petites images, c'est quand même incroyable. Ce robot est fou. Bah, c'est hypnotisant en fait. Enfin, moi, c'est vraiment le genre de truc que je pourrais regarder des heures en fait. Et on est sûr que c'est pas de l'IA, Ah on est non, sûr non, que c'est un non, vrai non, truc, quoi. non, pour le coup, Ah, parce il y qu'il a a. de l'IA, mais pas pour créer la, pas Oui. pour créer la vidéo. Voilà, C'est ça. Il y a de l'IA dans le robot. Oui, Ouais, oui. voilà. Il y a de l'IA pour analyser les balles surtout parce que alors faut décrire pour ceux qui nous écoutent évidemment, mais vraiment venez nous voir et regardez les vidéos sur Ah YouTube ben qui oui, bien circulent parce sûr. qu'elles sont folles. En gros, on a un bras robotique qui est monté sur un rail amovible, équipé d'une raquette de ping-pong, et qui répond coup pour coup à pas Jean-Michel, champion du camping, mais à des joueurs professionnels. J'ai rien Ouais. contre les champions de camping. Non. Moi-même, j'ai beaucoup joué en camping, sans être champion. Mais là, pour le coup, en fait, on a un robot qui, pour la première fois, un robot pongiste arrive à battre des professionnels humains qu'il a Qui sont affrontés, classés au niveau mondial. classés au niveau mondial et dans le respect des règles de la Fédération internationale de tennis de table. Il y a des Incroyable. arbitres sur place. Non, mais c'est fou. Alors, il bat pas encore les frères Lebrun. Il bat des gens dans le classement qui sont un petit Ouais. peu plus loin dans le classement. 65e niveau mondial, je crois. Un truc Mais comme des, ça, à peu voilà, près, ouais. des Ce qui est déjà gens, chaud. c'est Ce qui est- sérieux. ce qui est déjà environ 4 milliards de places de plus que moi. C'est ça. Et alors l'humain, certains arrivent encore à gagner. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a encore match. Pour l'instant, je pense Ok. qu'il n'y aura plus match du tout d'ici quelques mois. Le robot, quand même, ménage sa force, c'est-à-dire qu'il joue mais sans. Alors, il analyse chaque coup. En fait, il y a des caméras intelligentes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait simplement renvoyer la balle, ou est-ce qu'il a une stratégie, on va dire, pour gagner le point? Non, il peut mettre en place une stratégie pour gagner le point. Déjà, C'est ça qui est intéressant. Déjà, tu il vois. répond parce que au tennis de table, tu as les balles liftées, brossées, donc il faut analyser le mouvement de la balle de manière hyper précise pour pouvoir bien répondre avec la raquette. Et puis ensuite, non, il peut viser un angle, faire une balle courte, balle longue, des enchaînements. Donc non, il essaye, toutes les stratégies sont bonnes pour gagner. Mais en fait, il y a l'espèce de. Ça fait un peu imprimante géante, hein, son socle. C'est 2 axes pour pouvoir reculer, avancer, Ouais, tu peux se déplacer. pas mettre ça dans ton jardin, quoi. Non, ou alors grand jardin. Le grand jardin. Et donc, effectivement, il y a un bras articulé, mais il y a aussi beaucoup, alors des capteurs et des caméras. Je crois qu'il y a 9 caméras autour pour suivre la balle, juste suivre la balle. Je crois qu'il y en a 4 pour suivre le joueur. Et en fait, l'enjeu, effectivement, c'est de réussir à savoir où va la balle et à quelle vitesse elle tourne et dans quel Et sens elle tourne. anticiper le geste pour qu'il tape Exactement. au bon Et pour endroit. ensuite, je crois qu'il y a 3 extensions de bras avec le poignet entre guillemets peut bouger pour donner un effet ou annuler un effet. D'accord. Et ce que je trouve assez génial, c'est que effectivement, juste pour, je vais faire mon grincheux 30 secondes, enfin vous redescendre un peu sur terre. Effectivement, c'est un robot qui est capable de battre l'humain, mais c'est pas encore un robot humanoïde.
C'est ça que je veux dire. bien sûr. C'est Ça, que- ce qui est impressionnant, en fait, oui, c'est... on dirait un robot c'est- d'usine de voiture, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait. Et d'ailleurs, ils se sont inspirés aussi des robots SCAR, les robots chiens, pour les articulations. Ok. Parce qu'il y a à la fois un besoin de solidité et un besoin de légèreté. Et donc, en fait, ils ont été obligés de développer des pièces spécifiquement. Et ce qui est donc hyper intéressant, c'est qu'au-delà de la partie intelligence artificielle, parce qu'il faut être capable de suivre la balle, de l'analyser, d'anticiper, etc., il y a aussi tout un travail de robotique structurelle. Et la robotique, c'est toujours deux choses, hein. Il y a la partie mécanique et puis la partie informatique logicielle. Et là, en fait, ce qui est amusant, c'est de voir que donc là, c'est les équipes de Sony, en l'occurrence, hein, c'est le Project, je ne sais pas si on l'a dit, c'est le Project ACE, porte bien son nom, qui est donc présenté. Et ils ont, on en est encore, pour situer la robotique dans l'espèce de fantasme qu'on a tous de la robotique, on en est au moment où on n'est pas encore à faire des robots qui vont tout faire. On spécialise des Oui, robots bien sûr. qui nous battent en Et c'est étant vrai que le très fantasme spécialisés. ultime, c'est d'avoir un seul robot qui arrive à tout faire. C'est ça, mais ça, on n'est C'est-à-dire que pas tu joues au encore. ping-pong avec lui, puis après, il te fait une carbonara, quoi. C'est ça. non, mais c'est ça l'idée. Ou un chocolat chaud pour nous remonter le moral. C'est ça, Mais, c'est oui, ça. Ouais, c'est Mais, tout à fait, ouais. c'est un petit peu Mais comme est-ce qu'il peut être aussi un peu genre mauvais perdant, jeter la raquette par terre J'espère pas, parce que quand s'il il- se met à être mauvais quand il perdant, le perd. machin, Parce s'il que- te met une baffe, je pense que tu laisses en passer. hein, mais- Il y a quand même certains des ingénieurs qui l'ont testé au départ. Ils avaient quand même des protections de genre type hockey pour jouer parce qu'ils n'étaient pas complètement rassurés, Mais bien sûr. soit pour effectivement la vitesse de la balle Ouais, ou mais la t'imagines, vitesse de la il jette raquette. il perd sa raquette, tu Ah te la oui. prends dans la figure, t'es content du passer, voyage. ouais. quoi, C'est quand clair. même. Mais ce qui est fou aussi, moi ce qui me frappe, c'est vraiment la rapidité à laquelle avance la robotique. On vit une époque incroyable de ce point de vue-là, parce qu'on voit ces évolutions d'année en année, et j'allais dire presque de mois en mois, parce que le robot pongiste, c'est un fantasme de la robotique depuis très longtemps. En fait, les premières expérimentations, je crois qu'elles ont commencé dans les années 80. C'était vraiment un truc où on essayait de faire un bras qui arrivait à répondre à un joueur, mais de manière, j'allais dire, très balbutiante. C'était un bon entraînement, il fallait viser la raquette, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Moi, je me souviens, au CES de Las Vegas, ils en présentent régulièrement. J'en avais testé un il y a 3 ou 4 ans de mémoire, qui était le NEC Plus Ultra de l'époque. Ouais. Et à l'époque, je tenais tu tête tenais au robot. Ouais, Alors, ouais. je suis vraiment pas un joueur extraordinaire, Mhm. vraiment. Mais le robot, il n'avait pas un niveau incroyable. Tu te disais, il jouait contre un joueur un peu expérimenté, il se faisait éclater le robot. Et là, en fait, 3-4 Ouais. ans plus tard, on a un robot qui bat la plupart des professionnels mondiaux. C'est-à-dire que là, on est encore dans... Pour moi, c'est un nouveau jalon, si tu veux, dans l'histoire technologique, dans les blessures narcissiques de l'être humain. C'est-à-dire la machine qui nous a battus aux échecs, qui nous a battus au jeu de Go, et qui maintenant commence à nous battre aussi dans des disciplines sportives qui demandent du skill, c'est-à-dire de la dextérité, qui demandent quelque chose qui n'est pas juste de la force physique brute, quoi, si tu veux. Ouais, ouais. Et ça, je trouve ça quand même Ouais. extraordinaire. Ouais. Et on peut mettre ça aussi en relation avec un autre robot qui a fait pas mal parler, alors c'était quelques jours avant d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de voir, c'est le robot coureur, le robot semi-marathonien, Oui. qui a battu le record du monde, qui a explosé le record du monde de semi-marathon. Il s'appelle en Anthony, 50 d'ailleurs, ce robot. Moi, j'aimerais bien, dis donc. Alors, si je pouvais Ah, tu courir ferais un beau temps, là, ouais. un semi en Les 50 ingénieurs ont minutes. décidé de le baptiser Anthony pour te rendre hommage. Ah ouais, non mais c'est ça. Non mais c'est dingue parce qu'on a eu à la fois, en quelques jours, on a eu l'humain qui bat le Tu record du cours un monde de peu mieux, marathon. parce que si tu étais avec nous à la télé, quand il court, on dirait une espèce de petit poule. facochère Ouais, énervé. C'est ça. Alors, Hein au début, je me suis un peu moqué de sa foulée, mais quand j'ai vu le temps, si tu veux, je me Ouais, suis tu dit, t'es dit, ok. je me tais. En fait, je vais courir comme le robot plutôt, et puis on va voir. Non, c'est vrai qu'il a une foulée un peu orthodoxe, on Oui, va le dire comme ça, mais oui, qui est bon. incroyablement efficace, évidemment. Et c'est marrant parce qu'on a eu, en quelques jours, on a eu le record du monde de marathon qui a été battu, humain pour le coup, en 1h59, donc on est passé sous les 2 heures. Et on a ce robot qui bat le record du monde de semi-marathon en 58. Enfin, c'est incroyable. L'époque qu'on vit est incroyable, je trouve. c'est Avec vrai. derrière, alors, peut-être certains de ceux qui nous écoutent disent oui, mais attends, un robot qui joue au ping-pong, un robot qui court, à quoi ça sert? Mais derrière, évidemment, on parlait de robots industriels, c'est la vitrine technologique, parce que derrière, on va pouvoir, je sais pas, les envoyer dans une zone après Mais une non, mais si catastrophe dans 15 naturelle ans, pour faire du t'achètes une table- sauvetage, Non, mais pour, attends, dans des regarde. entrepôts. Enfin, on peut imaginer plein de cas Mais d'usage. si dans 15 ans, tu achètes une table de ping-pong avec peut-être en option le robot qui pourra jouer avec Oh, toi. ce serait ouf. Non, mais c'est pas. Enfin, c'est pas. Plutôt que de c'est pas refermer la table, délirant, tu sais, tu de vois. mettre la table à 90 degrés pour jouer tout seul. Vous voulez, comme vous quand voulez t'avais pas l'option d'amis. robot pour jouer tout seul au lieu vous d'avoir. avez pas d'amis, Tu sais, comme allez, on en hop, faisait quand c'est on bon. était petit. Tu remontais la table. Tu remontais la table Ouais. et tu jouais comme ça, comme un débile. Quand t'as Bah pas là, d'amis, ouais, c'est ça. Là, tu pourras jouer sans amis. sans amis et t'entraîner. On va terminer avec un petit clin d'œil vintage pour tous ceux qui sont quand même sensibles à toute la tech d'avant, des années 80. C'est cette marque chinoise qui propose de vendre des produits qui n'existent plus. Oui, des télés cathodiques
figure-toi. Alors on parlait de parler à nos petits cœurs de geeks, mais là on va parler à nos petits cœurs de rétro gamers, puisque évidemment Et à nos yeux aussi. et à nos yeux aussi de rétro gamers, tout à fait. Puisque là, alors c'est une histoire assez dingue qui est partie de Reddit. En fait, il y a un utilisateur qui a repéré des petites télécathodiques qui étaient vendues par une marque chinoise qui s'appelle Goodwill, donc que personne connaît. Et donc c'est un format alors qui est très prisé des fans de rétro gaming parce qu'évidemment tu retrouves le grain de l'époque et puis tu as les branchements évidemment que tu n'as plus aujourd'hui. Et donc La bonne Péritel. ah mais moi j'adore, enfin le télécathodique, je rêve d'avoir, j'ai plus la place maintenant mais j'aimerais bien parce que j'ai plein de vieilles consoles, mais alors tu dois les brancher avec des adaptateurs, des machins, etc. Mais jouer sur une vraie télécathodique, c'est vrai que ça a un charme quand même que ça n'a, qui n'existe pas avec les télés actuelles. Et donc là en fait ils ont contacté donc ce vendeur et il explique que les écrans sont bel et bien en production. Alors on sait pas vraiment. Donc c'est pas de Comment- l'occasion. Alors c'est pas de l'occasion, en fait c'est un peu mystérieux. En vrai, on n'a pas toutes les Ouais. réponses, puisque les réponses qui ont été données n'apportent pas toute la satisfaction, parce qu'évidemment l'hypothèse c'est plutôt que tu avais des stocks dormants qui ont été récupérés et puis qui ont peut-être été remontés dans des nouvelles coques et que donc il y a eu un travail d'assemblage. A priori c'est pas en tout cas une marque qui s'est mise à refabriquer des télécathodiques, ça semble un petit peu étonnant, mais toujours est-il que eh bien on trouve des télécathodiques à $35, donc une trentaine d'euros sur internet à travers cette marque chinoise Goodwill qui a fait pas mal parler ces derniers T'as jours. la télécommande avec ou pas? Je pense que tu as la télécommande avec, ouais. Il faut se lever pour appuyer sur les boutons. Et ça fait À l'ancienne. Avec là, exactement, avec l'antenne qu'il faut ajuster et taper sur le côté aussi. Et tu Ouais. zappais moins. Hein. Voilà. Tu peux Et- même pas regarder la télé avec ça. Bah, Ou alors il faut un boîtier supplémentaire. En Ah fait. non, là, c'est foutu là. Ouais, puisqu'il y a plus de Et télé une analogique. fois encore, ça vient de Chine. Ouais. Étonnant, non? Non, mais c'est assez génial parce que toutes les consoles ou consoles rétro qui sont sorties un petit peu grand public, il y a toujours un moment où on a un effet tube cathodique pour avoir pour Oui, faire oui, oui, oui. pleurer les yeux au bout de 2 heures. Oui, hein, c'est ça. voilà. Et, C'est-à-dire qu'au et- début, tu pleures de joie et puis après, tu pleures de douleur. et voilà, c'est C'est ça. ça. Et avec le scintillement et tout ça. Et en fait, c'est amusant. Une fois encore, je suis pas sûr que ça soit un triomphe commercial, mais c'est amusant de se dire. Enfin, j'aimerais vraiment avoir le fin mot de l'histoire. C'est comment on s'est retrouvé à avoir ces téléviseurs. Est-ce Ouais. qu'effectivement, ce sont des vieux tubes qui ont été repackagés? Est-ce que c'est une boîte qui dit on peut en faire, ça coûte rien? Enfin, c'est non, enfin, pour Ça, c'est créer une- mystérieux. On n'a Quel- pas quel- toutes les quel est réponses, mais, l'objectif derrière, Pour en fait, créer une on va ligne de enquêter. prod de tube cathodique, ça n'a pas. Tu vois, c'est un truc qui doit plus exister, tu vois. Après, clair. ça peut être rachat d'une vieille boîte qui a Ouais, coulé peut-être. et avec Ouais. une usine qui était dans un coin désaffecté. Et puis, il y a une chaîne de prod, on y Ouais. va. Je sais pas. Hein. Je sais pas, Mais je sais pas ce que représente le marché du rétro gaming en tout, parce que pour le coup, je vois pas d'autres usages aujourd'hui Bah, que. tu vois. vu le prix final, quand même, une trentaine Mmh. d'euros, c'est rien, ouais. pour un appareil électronique, c'est pas grand-chose. C'est quand même étonnant de se dire, généralement, quand on arrive à ce niveau de prix, c'est qu'on a une chaîne de grosse production. On produit beaucoup parce qu'on oui. amortit le coût. Là, si on en fait 1000 unités, C'est clair. Quel est le projet, quoi? Bon ben voilà, écoutez, et encore une fois, tout ça, ça vient de Chine, les amis. Et c'est le mot de la fin de notre première partie de ce De quoi je mêle. Un grand merci à Pierre Fontaine du site BFM Tech et de la rédaction de BFM Tech. Et puis, merci aussi à Anthony Morel. On va vous retrouver tout à l'heure à la fin de ce De quoi je mail pour tous ceux qui sont avec nous en audio, puisque vous serez là pour le petit module bonus. On va parler de Zoom, tiens. Vous savez, ce logiciel formidable qui, pendant le Covid, a surperformé, qui nous permettait de rester en contact. Zoom propose une nouvelle fonctionnalité, on va en parler dans quelques minutes. Et puis surtout, vous restez là, deuxième partie de ce De quoi je mail, on va replonger dans l'histoire de la GoPro. Voilà, avec Christophe Joly, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.